La semaine du 16 juin, des milliers d'entreprises en France ont organisé leur semaine QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. Des conférences, des ateliers, des petits déj bien-être, des fresques du travail, des quiz en équipe, tout ça en 5 jours. Et toi, t'es là en tant que solopreneur, tu regardes ça de loin en te demandant si c'est vraiment sérieux, si c'est juste une opération de communication. Moi, je vais te dire ce que j'en pense et surtout, je vais te parler de ce que toi, en tant que solopreneur ou indépendant, tu peux en tirer. Parce que pendant que les RH des grandes boîtes commandent des poufs, des billards, des baby-foot et des séances de cohésion, toi, tu construis quelque chose de radicalement différent, un modèle de travail qui te respecte dès le départ. Allez, bonne écoute. Bienvenue sur Empowercast. Je suis Cécile Simonin, ton hôte. J'accompagne les entrepreneurs à se bâtir un business qui leur ressemble, les ressources et les respecte. Aujourd'hui, on est sur le pilier 3, santé et bien-être du dirigeant, donc de cette saison 3 d'Empowercast. C'est un pilier que je n'ai pas évoqué depuis un moment et la semaine de la QVCT qui vient de se terminer m'a donné envie d'y revenir avec un angle peut-être un peu plus mordant que d'habitude. Parce qu'il y a quelque chose qui me dérange profondément dans la façon dont on parle de bien-être au travail en ce moment, et j'ai envie qu'on en parle franchement. Dans cet épisode, je vais évoquer 3 choses. Un, c'est ce qu'est vraiment la QVCT au-delà du buzzword et pourquoi ça peut glisser vers ce qu'on appelle le great washing. C'est l'équivalent du greenwashing, tu verras. 2, ce qui marche et ce qui marche pas et pourquoi. Les signaux concrets pour distinguer une démarche sincère d'un vernis bien-être très superficiel. Et 3, et c'est là que ça me touche le plus directement, ce que toi, en tant que solopreneur, tu peux faire avec tout ça, parce que tu as une liberté que les salariés n'ont pas, et les DRH qui organisent les actions non plus, et je suis pas sûre que tu en mesures toute la portée. Allez, c'est parti. Mon point numéro 1, c'est la QVCT, est-ce une vraie révolution ou une opération de façade? Commençons par poser le contexte. La semaine de la QVCT existe depuis 2004. Ouais, 2004, plus de 20 ans. Elle est organisée chaque année par l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et chaque année il y a un thème. En 2025, c'était Parler du travail, c'est productif, un thème autour du dialogue au travail. C'est bien, c'est même très bien sur le papier parce qu'effectivement, dans beaucoup d'organisations, on ne parle pas du travail, on parle autour, on parle de résultats, on parle de process, mais rarement du travail réel. De ce que c'est concrètement de faire son métier dans les conditions données. Alors oui, l'intention est noble, sauf que il y a un phénomène qui est apparu dans la littérature RH depuis quelques années et qui mérite qu'on s'y arrête. On l'appelle le great washing. Un terme construit sur le modèle du greenwashing. Tu connais le greenwashing, une entreprise qui se donne une image écologique sans changer fondamentalement ses pratiques. Le great washing, c'est la même chose mais appliqué au bien-être au travail. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une entreprise qui installe une salle de sieste pendant que les managers hurlent en réunion. Ça ressemble à un Chief Happiness Officer qui organise des apéros d'équipe pendant que le turnover explose. Ça ressemble à une semaine QVCT avec des ateliers sophrologie le jeudi et des mails à 23h tout le reste de l'année. Voilà, c'est le vernis bien-être, c'est le bien-être en mode cosmétique. Et ce qui est redoutable avec ce great washing, c'est que ça peut être totalement inconscient. Il y a des directions RH qui croient vraiment faire de la QVCT en organisant une semaine d'animation. Parce qu'on leur a dit que c'était ça, parce que le kit de communication de l'ANACT, il est téléchargeable en 3 clics et parce que ça coche une case. Mais ça change rien à la charge de travail réelle, rien au management toxique, rien aux conditions d'exercice du métier. Et les chiffres le montrent. On estime que le coût du mal-être au travail en France, il tourne autour de 170 milliards d'euros par an. Pas par décennie, par an. C'est vertigineux. Et une semaine d'atelier, ça va pas déplacer cette aiguille. Franchement, ça va pas déplacer ce curseur. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que la QVCT telle qu'elle est souvent mise en œuvre, elle souffre d'un problème fondamental. Elle traite les symptômes sans toucher aux causes. Elle met un pansement sur une fracture ouverte. La vraie question, celle que personne ne veut poser dans les comités de direction, c'est est-ce que l'organisation du travail elle-même est saine? Pas est-ce qu'on a mis du yoga dans l'agenda? Tu vois la nuance? Mon point numéro 2, c'est de te montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas et d'avoir les vrais signaux pour ça. Alors qu'est-ce qui marche?
Ce qui marche, c'est quand la QVCT est traitée comme un levier stratégique et pas comme une opération de communication. Quand elle s'intègre dans la façon dont on organise le travail, dont on définit les rôles, dont on donne de l'autonomie, dont on reconnaît les contributions de chacun. Les entreprises qui voient des résultats tangibles, c'est-à-dire moins d'absentéisme, moins de turnover, plus d'engagement, sont celles qui travaillent sur ce qu'on appelle les facteurs déterminants. La charge de travail, la clarté des missions, le soutien managérial, la capacité à peser sur ses propres conditions de travail. On rejoint mon empowerment chéri. Et ce ne sont pas des activités d'une semaine, ce sont des décisions d'organisation qui se prennent le reste de l'année. Et ce qui marche pas, c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure, des actions déconnectées du quotidien réel des gens. Un atelier sur la gestion du stress, quand la source de stress c'est un manager qui ne sait pas déléguer, ça marche pas. Enfin, ou ça va marcher un temps, mais pas très longtemps. Une séance de respiration le lundi matin, quand le vendredi soir les boîtes mail débordent, ça marche pas. Une conférence sur l'équilibre vie pro, vie perso, dans une entreprise où regarder sa montre à 18h est mal vu, ça marche pas. C'est pas que ces outils soient mauvais en eux-mêmes. La respiration, c'est excellent et c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Je l'ai fait pratiquer dans un atelier que j'ai animé justement pour la semaine de la QVCT. La sophrologie, bien sûr que ça peut aider, le yoga aussi. Mais quand on les utilise pour compenser un environnement de travail pathogène, au lieu de transformer cet environnement, là on est dans le great washing. Et je précise que les entreprises pour lesquelles j'interviens ne sont pas dans cette démarche-là, sinon je n'irai pas. Je ne cautionnerai pas. Il y a un mot que je t'ai peut-être fait découvrir il y a quelques épisodes en arrière, quand je te parlais de l'intelligence artificielle, c'est le pharmacon. Tu sais, en grec ancien, le pharmacon, ça désigne à la fois le remède et le poison. Les deux dans le même flacon. La QVCT utilisée en mode cosmétique, c'est exactement ça. C'est la même chose. Elle peut faire croire qu'on soigne tout en masquant ce qui empoisonne. Donc les vrais signaux, comment est-ce que tu distingues une démarche sincère d'un vernis ? Le premier signal, c'est est-ce que les managers sont partie prenante du changement ? Ou est-ce que la QVCT, elle est plutôt gérée en silo par les RH pendant que les managers font tout comme avant ? Si les comportements managériaux ne bougent pas, rien ne bouge. Le deuxième signal, c'est est-ce que les salariés ont eu voix au chapitre dans la définition des actions ? Pas juste un sondage de satisfaction en fin d'année, mais une vraie consultation sur les conditions réelles de travail. Et c'est ça qu'il faut écouter, ce qui remonte. Et le troisième signal, c'est est-ce que ça dure au-delà de la semaine ? Parce que le bien-être au travail, c'est pas un événement, c'est une orientation, c'est une décision stratégique. Et si en juillet, les mêmes dysfonctionnements reprennent, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de démarche, mais juste un événement sur une semaine. Et tu vois ce que je décris là, cette exigence de cohérence, de durée, d'implication réelle, c'est exactement ce qui manque dans la grande majorité des entreprises. Et pas du tout parce qu'il n'y a pas la volonté de le faire, mais parce que transformer vraiment l'organisation du travail, ça demande du courage, ça demande de remettre en question des habitudes, des hiérarchies, des façons de mesurer la performance. Donc en gros, de un peu tout revoir. Et ce courage, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui l'ont. En tout cas, pas encore. Mon point numéro 3, c'est toi, en tant que solopreneur, tu as déjà ce que les grandes entreprises cherchent à construire. Et c'est là que j'arrive à ce qui me touche vraiment parce que c'est vraiment pourquoi j'ai voulu faire cet épisode maintenant. Parce que pendant que les grandes entreprises dépensent de l'énergie à essayer de construire des conditions de travail saines, toi, tu es en train de les choisir. C'est ton privilège, c'est ta liberté de faire ça dès le départ. Quand tu crées ton activité en solo, tu prends des décisions que les salariés n'ont pas le luxe de prendre. Tu choisis tes horaires, tu choisis tes clients, tu choisis ton rythme, tu choisis l'environnement dans lequel tu travailles, tu choisis tes partenaires. Tu choisis si tu veux te lever à 6h ou à 9h, si tu veux faire une pause déjeuner de 2 heures ou juste avaler un sandwich, si tu veux intégrer une pratique physique à ta semaine ou pas. Mais, et c'est un mais qui est assez énorme, je te préviens, cette liberté, elle se déploie que si tu l'assumes. Parce que la plupart des solopreneurs que je rencontre ont tendance, au moins au départ, avant de croiser ma route,
à reproduire exactement le système qu'ils ont quitté. Ils travaillent trop, ils culpabilisent de faire une pause, ils mesurent leur valeur à leur charge de travail, ils répondent aux messages à 22 heures, ils reportent leur santé à quand ça sera plus calme ou quand le business marchera un peu mieux. Et quand ce sera plus calme, il n'arrive jamais. Donc la question que je te pose aujourd'hui directement, c'est est-ce que tu fais du great washing avec toi-même ? Est-ce que tu parles de liberté mais que tu travailles plus qu'avant ? Est-ce que tu te félicites d'être indépendant mais tu n'as pas pris une vraie semaine de congé depuis 18 mois ? Est-ce que tu postes sur LinkedIn sur l'importance de prendre soin de toi et le soir tu t'effondres ? Je te dis ça sans jugement parce que je me suis posé ces questions moi-même et parce que la pression du soloprenariat, elle est réelle. On n'a pas de filet, on n'a pas de collègues pour absorber la charge, on n'a pas de RH pour gérer l'administratif quand ça déborde. Mais précisément à cause de ça et non malgré ça, ta santé n'est pas une option. Elle est une condition d'existence de ton activité. Ce que les grandes entreprises essaient de construire avec des processus, des budgets QVCT et des semaines thématiques, c'est-à-dire un environnement dans lequel les gens peuvent travailler durablement sans s'épuiser, toi tu peux le faire par conception. En dessinant ton activité de sorte qu'elle te respecte, en intégrant le soin de ton énergie, de ton corps, de ton système nerveux comme des piliers non négociables. Alors concrètement, tu vas me dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les périodes de travail intenses, elles sont planifiées et les périodes de récupération aussi. Ça ne s'improvise pas, ça se décide en amont. Je viens d'organiser un sommet virtuel, c'est beaucoup de travail. Je vais me prendre 4 jours off. D'ailleurs, peut-être que la semaine prochaine, ce sera un best-of. Parce que peut-être que j'aurai pas le temps de faire un épisode. Ça veut dire aussi que tu sais à quel niveau d'énergie tu travailles bien et à quel niveau tu prends de mauvaises décisions. Et tu vas construire ton agenda en conséquence. Ça veut dire que tu te permets de dire non à un client qui te demande quelque chose à 23 heures. Et que tu te dis non toi-même quand tu es tenté de consulter tes emails à 23 heures. Ça veut dire que tu mets des limites qui ne sont pas de la rigidité mais de la protection. Ça veut dire que tu traites ta santé comme tu traiterais ta trésorerie, même un peu mieux. Parce que moi, ma trésorerie, je la traite pas très bien. Tu la dépenses pas jusqu'à zéro en espérant que ça revienne, tu la gères. Et j'irai plus loin encore parce que ce que je suis en train de décrire, c'est pas juste un modèle de confort personnel, c'est un avantage compétitif. Un solopreneur qui travaille depuis un état interne stable, qui régule son stress, qui prend soin de son énergie, il pense plus clairement, il décide mieux, il crée plus, il vend mieux. Il est là pour ses clients d'une façon que quelqu'un d'épuisé ne peut pas être. Donc tu vois, c'est pas du luxe, c'est vraiment de la stratégie. Et tu sais ce que ça signifie aussi ? Ça signifie que tu n'as pas besoin, toi, d'attendre une semaine QVCT pour te rappeler que ton bien-être compte. Tu n'as pas besoin qu'une agence nationale vienne te le dire, ni qu'une RH s'occupe de toi par rapport à ça. Tu peux le décider maintenant, aujourd'hui, en posant un acte concret. Pas un grand changement de vie radical, mais un acte. Reprendre ta pause déjeuner. Finir à l'heure. Dans le sommet, Naomi nous a expliqué comment elle finissait à 17 heures. Et ça l'empêche pas de réussir. Ça l'empêche pas de faire ce qu'elle a à faire. Ça peut être bloquer une matinée par semaine pour toi. Ou simplement t'arrêter 5 minutes et te demander dans quel état je suis là vraiment. C'est ça la QVCT du solopreneur. Elle ne ressemble pas à une semaine d'atelier, elle ressemble à une série de petites décisions courageuses que tu vas prendre chaque jour. Si cet épisode a résonné pour toi, si tu t'es reconnu quelque part dans ce que j'ai décrit, j'ai 2 choses pour toi. La première, si tu veux aller plus loin sur la question de l'énergie et de la performance durable en tant que solopreneur, j'ai un programme qui s'appelle Brain Booster et qui est fait pour ça. On y travaille précisément ce que j'ai décrit aujourd'hui, comprendre ton système nerveux, construire ta résilience et aligner ton énergie avec ton activité. Et tout ça par le mouvement. On parle de 3 mouvements à effectuer par jour. Ça prend 5 minutes maximum et tu verras que les résultats sont incroyables. La deuxième, c'est plus immédiat. Prends une feuille ou ouvre les notes de ton téléphone et écris une chose, une seule, que tu t'engages à faire différemment cette semaine, pour toi. Pas pour tes clients, pas pour ton activité, mais vraiment pour toi.
Ça, c'est ta QVCT à toi et elle commence maintenant. Moi, je te retrouve la semaine prochaine, en direct ou en best-of. Quoi qu'il en soit, d'ici là, n'oublie pas, keep shining. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Depuis début 2023, j'accompagne des entrepreneurs, coachs et dirigeants qui refusent de choisir entre réussite et authenticité, entre bien-être et performance. Si toi aussi tu ressens cet appel à te créer ce que j'appelle une vie triple R, qui te ressemble, te ressource et te respecte, alors rejoins ma communauté. Inscris-toi à l'Empower Mail, ma newsletter hebdomadaire. Chaque semaine, tu recevras des stratégies concrètes, des outils exclusifs et des réflexions pour réveiller ton pouvoir intérieur et enfin reprendre le lead sur ton entreprise et ta vie. Tu trouveras le lien en description. J'ai hâte de poursuivre ce voyage avec toi.